Merci de regarder Canal 7 et bienvenue à votre débat politique décryptage cas par cas. Alternance et changement, c'est le thème de ce 9e numéro. Et pour en parler, Christelle Donald Abessolo Metogo, il est philosophe et politologue, enseignant également à l'UNS. C'est le deuxième invité de cette émission que nous retrouverons dans la deuxième partie, à savoir le débat. Qui est le premier invité de ce numéro de décryptage cas par cas? Découvrons-le ensemble, c'est dans l'entretien tout de suite. Révérend pasteur Rostand Essonneau est là. Bienvenue sur Canal 7. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le principe de l'émission est simple. Bien sûr, on a un entretien de 10 minutes et ensuite, pour la deuxième partie du débat, nous allons être rejoints par Patricia Lydie-Mouelet et votre contradicteur qui a été présenté dans l'introduction. Alors, vous êtes le président du réseau des confessions religieuses de la société civile pour la santé et la reproduction. Vous êtes également responsable de l'animation théologique, ou du moins ancien responsable de l'animation théologique à l'EEG. Vous y avez eu plusieurs autres responsabilités. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Alliance biblique du Gabon. Et on peut également citer votre engagement en 2010 dans une contestation concernant l'élection du président de l'Église évangélique du Gabon à cette époque-là. Est-ce que, et ça c'est la question que nous posons à tous nos invités, vous avez quelque chose à modifier ou à rajouter peut-être dans cette description? Oui, peut-être rajouter trois aspects, trois choses. La première, c'est que je suis membre de l'Action interreligieuse pour la paix en Afrique, qu'on appelle IFAPA, Interfaith Action for Peace in Africa, qui a été mise en place par la Fédération luthérienne mondiale, qui est basée, le siège africain est basé à Nairobi et sur le plan mondial, c'est à Genève. La deuxième chose, c'est que je suis opérateur de maintien de paix, parce que j'ai été formé dans le cadre du droit des conflits armés et le droit international humanitaire, donc je joue effectivement le rôle d'opérateur de maintien de paix. Et la troisième chose, c'est que le thème que nous allons débattre tout à l'heure me sied bien parce que j'ai travaillé dans le cadre de l'Association des théologiens africains à Nairobi en 2004. Le sujet qui m'avait été donné, c'était la démocratie africaine, l'éthique et la moralité. Bien évidemment, on va traiter des questions liées au changement et à l'alternance démocratique. Donc ça me va très bien. Justement, en tant que cet opérateur de paix que vous êtes, que vous inspire aujourd'hui le climat politique au Gabon? Cela ne me rassure pas. Cela ne me rassure pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des ratés. Il y a des ratés. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, avant 2009, il y avait eu un contentieux en 2005. Et je me souviens qu'avant même d'aller aux élections en 2005, j'étais encore à la direction de l'Église évangélique du Gabon avec le pasteur Jean-Marie Eman. Il y avait eu une crise entre la classe politique et la Cour constitutionnelle. Et la classe politique avait sollicité l'Église évangélique du Gabon pour jouer cette médiation. Et c'est cette médiation qui a permis à ce que le chef de l'État fasse taire les tensions qui existaient pour que nous allions aux élections en 2005. Et après 2005, il y a eu un contentieux post-électoral. Et dans ce contentieux, il y a eu plus de 5 points qui avaient été abordés, qui n'avaient jamais été actés. Et malheureusement, le chef de l'État meurt en 2009. De ces 5 aspects, il y a eu d'autres aspects qui se sont ajoutés, qui font en sorte que les Gabonais aujourd'hui ne croient plus à la sincérité du scrutin, aux élections, et que, disons que la demande est tout à fait forte par rapport au travail qui doit être fait en amont pour que nous ayons des élections crédibles. Et c'est dans ce sens-là que je travaille. C'est-à-dire que parvenir à une élection transparente, juste, pour que les vaincus félicitent les vainqueurs. Qu'il y ait effectivement alternance, et c'est le cas, par exemple, que nous sommes en train de voir au niveau du Ghana. Quand vous voyez le Ghana, vous voyez 3 anciens chefs d'État se saluer. Et il y a une photo qui circule où ils sont avec le président Obama.
je crois que je peux rêver qu'au niveau du Gabon, nous pouvons y arriver. Que vous inspirent les termes d'alternance et de changement? Ce sont deux termes qui, dans le fond, sont un peu divergents dans le sens. Quand on parle de changement, on peut évidemment regarder le travail qui doit être fait en profondeur. Et je vais revenir sur ça. Et lorsqu'on voit l'alternance, c'est juste quitter d'un bord pour aller de l'autre bord, c'est-à-dire changer juste soit de tête. Et là, pour revenir à ce que je disais par rapport au changement, il y a deux expressions. Je suis aussi théologien de libération. Il y a le terme révolution, qui est un changement qui n'est pas de façade, mais qui va plus profondément. Tandis qu'il y a la rébellion, qui est une voie de fait qui consiste à s'opposer à. Et là, si nous voulons effectivement un véritable changement, il va falloir que nous respections trois méthodes, trois approches. La première approche est l'assistentialisme. Ce n'est pas souvent la bonne approche, mais l'assistentialisme permet que ce soit des autres qui décident pour vous. Vous êtes un éternel assisté, vous devenez un éternel bébé. C'est une méthode applicable dans une démocratie ou dans un pays qui se veut Bien évidemment, lorsque tout est dicté de l'extérieur. Ça peut être une mauvaise méthode. Pourquoi? Parce que l'expérience a prouvé que politiquement, économiquement, nous sommes effectivement dépendants. Et ça, je le dis, depuis 1959 à aujourd'hui, nous n'avons jamais connu l'alternance démocratique. Et en plus, on peut aussi fustiger le rôle du néocolonialisme là-dedans. Quand je parle du rôle du néocolonialisme, il y a des hommes d'affaires français qui s'impliquent jusqu'à ce que le choix du peuple ne soit pas souvent respecté. C'est plutôt le choix du pouvoir de l'Hexagone. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'aspect réformiste. Le réformisme, c'est le fait de vouloir un changement de façade, mais sans toucher la profondeur. Ça devient comme ce vernis superficiel que l'on met, mais qui ne touche pas, qui n'impacte pas, qui ne permet pas réellement que les structures du péché, que le système qui est mis en cause puisse changer. Et nous avons connu de telles approches, par exemple avec le PASS, un programme d'ajustement structurel où on donnait un certain nombre de mesures qu'il fallait respecter, mais qui ne font pas vraiment bouger les choses. Mais la troisième méthode ici, c'est celle que nous préconisons, c'est-à-dire un changement profond des structures, et ce qui ne va pas. Et je le dis parce que je suis protestant, nous avons une expression qui dit « Ecclesias reforma semper reformata ». Ça veut dire que ce qui est fait aujourd'hui ne doit pas être considéré comme quelque chose qui est fait une fois pour toutes. C'est-à-dire que nous sommes appelés à repenser les mécanismes, à repenser les systèmes et à proposer quelque chose qui soit tout à fait dynamique pour les générations futures. Et c'est là où Alors, nous avons l'enjeu est de taille. D'accord. Pour le cas du Gabon, l'opposition parle de changement, peut-être de changement ou d'alternance. Le président de la République en poste parle également de changement, mais peut-être un changement qui est plus lié cette fois à l'amélioration de l'environnement structurel, politique, économique et social du pays. À votre avis, qu'est-ce qui est plus essentiel pour les populations gabonaises? Je suis un peu en difficulté pour essayer d'apprécier ses propos à partir du moment où, lorsqu'on regarde la manière dont il a été élu, et eu égard à tout ce que je venais d'évoquer tout à l'heure là, où des forces, qu'elles soient endogènes, qu'elles soient exogènes, ont contribué à le mettre là. Et lorsqu'il, il voudrait proposer quelque chose qui soit salutaire, vous voyez qu'il y a comme une rupture. Et il a un déficit, lequel déficit est un déficit de légitimité. C'est pourquoi, quel que soit le discours qu'il peut prononcer, quelles que soient les méthodes qu'il peut mettre en exergue, quel que soit le programme politique qu'il peut essayer de faire appliquer au niveau du Gabon, ça ne peut pas passer. Mais quand vous regardez en tant que citoyen, de quoi ont plus besoin les Gabonais? D'alternance en tant que changement à la tête de l'État ou d'un véritable changement pour améliorer leurs conditions de vie? J'ai essayé d'observer effectivement, il y a deux classes. La première classe, c'est celle qui veut juste que l'on change le président Ali à la tête et pour qu'eux, ils soient là. Il y a l'autre classe qui dit, de toute façon, il n'y a pas un autre pays de rechange. Le Gabon, c'est pour nous tous. Autant nous asseoir, puisque si
ce sont les philosophes qui le disent, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais connu d'alternance, sauf par le simple principe de respect des voies constitutionnelles. Je parle du président Léomba, je parle du président Bongo, mais d'une manière démocratique, nous n'avons jamais connu cela démocratiquement. C'est pourquoi je dis que il y a beaucoup de Gabonais qui voudraient qu'on arrive à résoudre les problèmes en amont avant de continuer par la suite. Alors peut-être quelques secondes pour terminer cet entretien. Comment vous qualifierez-vous les mouvements des anciens barons du pouvoir d'ailleurs, que vous connaissez sûrement, qui aujourd'hui se réclament de l'opposition? Est-ce que vous appelleriez ça de l'alternance, un changement ou juste un jeu de chaises? Tout se fait par... on m'a appris dans le droit international humanitaire et que ce qui est souvent à l'origine des conflits, ce n'est pas souvent... des positions belligérantes des uns et des autres, mais c'est plutôt les intérêts. Et une fois qu'on a des intérêts divergents, c'est ce qui fait souvent opposer, et on arrive en ce temps-là à instrumentaliser le peuple, comme on instrumentalise aussi les religions. Bon, la situation par rapport aux sages qui se sont lancés, il y a beaucoup qui ont contribué à mettre le pays à l'état où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bon, je pense qu'il devrait être un peu plus tolérant et s'il y a une contribution à faire, peut-être une sollicitude de ma part, c'est de vouloir que ce qui s'est passé hier ne se reproduise plus aujourd'hui. C'est pourquoi il devrait, en principe, s'inscrire dans ma logique. Quelle est cette logique? C'est-à-dire porter une thérapeutique tout à fait adéquate par rapport à un certain mot que nous avons remarqué sur la scène politique. Les voies institutionnelles, c'est-à-dire dans les trois variantes, la variante du pouvoir qui a été confisquée par une bourgeoisie comprador, la variante de l'avoir, c'est-à-dire toute l'économie du pays s'est fait partager par une petite poignée de personnes, d'individus, un cercle d'amis et une famille, et la variante du savoir où, effectivement, avec une population, même si on venait d'avoir 1,8 million aujourd'hui, vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'écarts qu'il nous faut effectivement combler. C'est là où nous attendons ces sages, puisqu'ils ont contribué à mettre le pays à genoux. C'est pourquoi ils doivent mettre leur énergie. Ils sont appelés les elders. Donc ces elders-là, ils doivent mettre toute leur énergie pour que les choses ne se passent plus comme eux, ils l'ont laissé. Pour aider à relever peut-être le pays. Pour relever le pays. D'accord, merci beaucoup, révérend pasteur Rostand Essonno est là d'avoir répondu à ces questions. Nous allons ensemble accueillir Patricia Lydie-Mouélé et votre contradicteur, si on peut l'appeler ainsi, Christelle Donald Abessolo. J'y arrive. À tout de suite pour le débat. Le débat, c'est également avec vous, chers téléspectateurs qui nous regardez à travers notre page Facebook et la réponse à la question aussi à travers les numéros, le court et le long qui s'affichent au bas de vos écrans. Pensez-vous que l'alternance à la tête de l'État implique un changement systématique multisectoriel? C'est la question de ce 9e numéro. À vos claviers, vos réponses, oui ou non, bien sûr à travers les canaux qu'on vient de vous donner. Patricia Lydie-Mouélé, bienvenue. Merci encore. Heureuse de vous retrouver toujours. Toujours heureuse. Nous accueillons ensemble Christelle Donald Abessolo Métogo. Je précise que vous êtes philosophe et politologue, enseignant également à l'UNS. Bienvenue sur le plateau de décryptage cas par cas. Merci. C'est une première. Peut-être la toute première question pour vous accueillir. Vous avez forcément suivi l'actualité. Le président de la République mardi qui s'est adressé aux députés, aux sénateurs réunis en congrès. Une remarque, une impression, un commentaire? Je vous remercie. Le président de la République convoque le Congrès pour nous livrer au Gabonais le bilan de son septennat. Il est dans son rôle, mais surtout, cet exercice-là est comme prélude à ce qui devrait se passer, puisqu'il a sollicité à nouveau le suffrage des Gabonais pour un second mandat. Donc, en principe, en tant que président sortant, il devrait défendre son bilan. Donc, c'est au peuple maintenant de juger, puisque au fond, une élection présidentielle ou une élection tout court, c'est toujours un tribunal populaire.
lorsqu'on dit que le peuple est souverain, c'est que le peuple juge de l'action de celui qui était son représentant pendant un moment donné. Donc, il fait, j'ai envie de dire, il est déjà quasiment en campagne. Donc, c'est déjà un avant-goût de ce qu'il va nous dire pendant la campagne, puisqu'il est candidat, je le rappelle, à l'élection présidentielle. Mais c'est au peuple aussi, justement, sur la base de ces éléments-là et sur la base du ressenti, de juger, justement, véritablement, de se prononcer sur la possibilité pour lui ou non de continuer son action. Est-ce que le peuple a apprécié l'action? Est-ce que le peuple n'a pas apprécié, justement, l'élection du 27 août? Et là, pour trancher cette question. Alors peut-être juste rebondir sur cette question d'actualité. Je vous pose également la question, vous avez dû suivre l'adresse du président de la République en commentaire? Oui, mais en fait, j'aurais souhaité qu'il fasse ce bilan devant ceux-là qui ont soutenu le plan stratégique Gabon émergent en 2009. J'aurais souhaité que le président Ali le fasse devant Ping, qu'il a soutenu. J'aurais souhaité que le président de la République le fasse devant Guy Zobandama, qui, pendant le discours d'intronisation, dans son investiture, a prononcé toute une allocution de soutien, ainsi de suite, d'accompagnement. Bon, je crois qu'ils sont tout à fait bien placés pour dire est-ce que ça a été ou bien ça n'a pas été. Moi, je n'ai pas soutenu le plan stratégique Gabon émergent. Et peut-être, s'il y a quelque chose que je pourrais un peu saluer, c'est l'ouverture par rapport au dialogue. Or, là aussi, nous n'arrivons pas à nous entendre. Le dialogue est la voie salutaire. Mais ce qui embête ici, c'est qu'on ne va pas au dialogue en voulant avoir le dernier mot. Le grand problème, c'est que M. Ali veut toujours être le dernier à dicter la loi pour dire voilà le dialogue, oui, je suis d'accord pour le dialogue, mais à ma condition. Je me souviens, et ça je l'ai répété quelque part, lorsque en 1989, le président Bongo avait dit au cours d'une déclaration à Bitam, il n'y aura pas de démocratie. Ça n'a pas fait une semaine. Il a reçu toute la classe politique au niveau du palais. Et le lendemain, en 1990, il y a eu effectivement une conférence nationale. Laquelle conférence nationale a permis de mettre en place un gouvernement de transition, de travailler dans le sens de l'amélioration qualitative, quantitative, très particulièrement l'adoption de la Constitution de 1991-92 qui a réduit le mandat présidentiel à 5 ans avec un scrutin à 2 tours. Bon, aujourd'hui, je vois la classe politique revenir sur ces acquis de 1990. C'est là où je voulais un peu attaquer ces elders-là, parce que ce sont eux qui ont contribué aussi à ce que le climat soit complètement délétère, soit aussi dégradé, comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui politiquement. Pourquoi? Parce que s'il y a un bilan à faire, je dis, en matière démocratique, nous avons une démocratie en panne. En matière économique, nous avons la faillite du pays. En matière, sur le plan social, nous avons des tensions, c'est-à-dire c'est le peuple qui se retrouve en détresse. Je suis tout à fait d'accord parce que vous vous souvenez, la première dame a fait un rapport tout dernièrement par rapport... Essayez d'être bref, s'il vous plaît, monsieur Hila. Oui, pardon. Essayez de faire assez bref, s'il vous plaît. Oui, je termine par là. D'accord. La première dame a fait une étude par rapport à la pauvreté et on a découvert qu'il y a plus de 80% de la population vit dans la pauvreté et dans la précarité. C'est un détail tout à fait important. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Il y a des grèves un peu partout. Ça veut dire que je ne vois pas un bilan qui puisse être reluisant, qui mériterait vraiment d'être applaudi. Pour moi. Pasteur Essonneau, oui. À vous entendre tout à l'heure au début de l'entretien avec Blanche et dans vos propos également, vous venez de parler du climat actuel qui règne mais qui ne vous rassure pas vous en tant qu'homme de Dieu. Quelles sont les actions ou encore les mobilisations que vous avez pu effectuer pour essayer justement de rassurer ces populations-là, puisque vous parlez de l'appel qui... Oui, premièrement, j'ai fait une sortie. Oui, j'ai fait une sortie courageuse pour condamner ce qui s'est fait à la marche de Rio. Le pouvoir n'avait pas été suffisamment responsable. Vous voyez, on prend une décision d'autoriser une marche le matin et le soir, on annule cette décision. Et à la suite de cela, ce n'est pas seulement Boubacar qui est mort seul, il y a eu d'autres, parce que j'ai travaillé avec Maître Yann par rapport à ça. L'intérêt pour moi par rapport à ce dossier, c'est que il faut, on appelle ça la proportionnalité des moyens qui sont utilisés. C'était une manifestation, laisse-moi terminer, une manifestation pacifique, civile. On oppose une répression armée. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au mois d'août dernier, j'ai travaillé
à mettre en place, c'est pas à mettre en place, j'ai travaillé dans le cadre des assises démocratiques de la société civile. Nous avons fait un certain nombre de recommandations, c'est important. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler, je parle librement pour dire que, écoutez, nous n'avons pas un autre pays de rechange. Il faut que les gens s'assiedent pour dire que ça, il faut arranger, ça, il faut pas arranger. Ok, peut-être pour en revenir. Oui, d'accord. Pasteur Essono, vous Oui. êtes aujourd'hui un homme de Dieu, vous êtes membre de la société civile, vous êtes également membre, enfin, vous êtes un homme politique également. Toutes ces trois casquettes réunies, finalement, vous êtes qui alors? Le pasteur Rostand Essono est membre de la société civile. Il travaille pour la promotion des droits humains, pour la démocratie, la bonne gouvernance, l'éthique et la moralité. Pas aussi dans la politique, puisqu'on vous a vu dans les années Tout est antérieures. politique, tout est politique. Lorsque, par exemple, le docteur Martin Luther King s'est engagé dans LCC et quoi, c'est effectivement dans le cadre des droits civiques, dans la promotion des droits civiques, et c'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Monsieur Abessolo, peut-être revenir un peu sur le thème, l'alternance et le changement. Le pasteur Essono parlait tout à l'heure de ces ténors ou de ces elders, pour prendre son expression, qui hier étaient de l'autre côté. On a quelques exemples d'ailleurs qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Guy Zubanoma, ancien président de l'Assemblée nationale, 19 ans au perchoir, sans alternance. Jean Ping qui a été quasi presque tous les postes gouvernementaux. Arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont les mieux placés pour parler ou pour réclamer une certaine alternance à la tête de l'État? Je ne sais pas s'il me revient de jouer le rôle de censeur pour distribuer les bons ou les mauvais points à ceux qui prétendent solliciter les suffrages des Gabonais. Ce que je sais, par contre, c'est que, en effet, le pasteur Rostand disait tout à l'heure que ce sont ces mêmes qui ont contribué à assombrir la situation politique, du moins sur le plan de la quête de la démocratie, qui aujourd'hui, justement, ont traversé. Peut-être le pasteur, justement, était un homme de Dieu, peut-être ont-ils compris, justement, peut-être font-ils œuvre de repentance, justement, pour se rendre compte qu'ils se sont trompés. Bon, peut-être se sont-ils rendus compte simplement qu'ils se sont trompés parce que leur champion n'est plus là, le feu président Omar Bongo Ndimba, justement. Et sur cela, je voudrais dire que, précisément, on regarde, quand on voit à la fois les causeries ou les programmes de ces personnalités, ils parlent tous de revenir à la Constitution quasiment de 1991. C'est-à-dire avec un scrutin présidentiel à 2 tours, avec 5 ans de mandat présidentiel. Voilà. Donc, ça veut dire que d'une certaine façon, ils ont compris. Bon. L'avait-il compris avant la mort du président Bongo? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble l'avoir compris. Maintenant, alternance et changement politique. Alternance, je voudrais rapidement revenir sur le thème. Bon, on sait que alternance, c'est l'action de se succéder dans le temps, dans un temps déterminé. J'ai envie d'ajouter, défini d'accord parti. Voilà. C'est donc un changement d'une certaine manière. C'est un changement d'une certaine manière, mais c'est un changement plus dans la gestion. En revanche, le changement lui-même, dans le thème que vous avez donné, c'est plus structurel. Bon, je suis d'accord avec le pasteur Rostand, c'est plus structurel parce qu'il faut se poser la question de quel type de pays voulons-nous, quel type de société voulons-nous. Puisque nous sommes des citoyens, nous sommes donc ce que les philosophes appellent des contractants. Nous avons contracté un pacte qui nous lie ensemble. Donc nous avons donc des relations horizontaux et non pas verticaux de commandement militaire. Vertical, ouais. Mais nous avons un genre de contrat social. C'est un genre de contrat, c'est un contrat social précisément. Et dans le contrat social, il faut justement définir des règles qui permettent à chacun justement d'éviter de continuer dans la perpétuation du loup humain contre le loup humain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Nous avons défini. En tout cas, c'est ce que font les démocraties. C'est pour ça que l'alternance est inséparable du concept de démocratie. On définit donc justement les règles du jeu objectives qui permettent justement que les gens ne se battent pas pour le pouvoir. Comment le faire? Il faut instituer une élection. Une élection qui permette précisément que la majorité se prononce. Donc, lorsque vous avez obtenu ça, on peut donc derrière cela précisément comprendre l'alternance. Est-ce que l'alternance, c'est le changement à la tête d'État? Bien sûr. Au départ, parce qu'il faut bien ce changement-là, même si derrière, mais on aura besoin d'un changement dans le cas structurel. du Gabon, quelle est la nécessité de l'alternance, à votre avis? Est-ce qu'il y en a, cette nécessité? Alors, j'ai un chiffre qui dit qu'au fond, 87% des Gabonais n'ont connu qu'une seule famille à la tête de l'État.
C'est trop pour une démocratie. Lorsque vous avez parlé justement des personnalités qui ont de manière continue occupé des postes, là aussi, il y a nécessité d'imposer ou d'impulser une alternance au plan local. J'ai une formation en action publique locale et nationale, donc effectivement, on parle de présidentielle. Nous sommes sur le plan national, mais il faut savoir que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce qui se fait au plan local, puisque nos hommes politiques sont des représentants également du peuple, mais au plan local. Lorsqu'ils restent au pouvoir de manière, sans discontinuer, lorsqu'ils restent au pouvoir au plan local, députés, sénateurs ou maires, automatiquement, on peut s'attendre à ce qu'ils veuillent répercuter cela au plan national. Donc, la nécessité de changer, c'est quoi? C'est précisément que lorsqu'un président arrive, vous m'avez posé la question quand je suis arrivé sur le discours du président aujourd'hui, sur le discours du président qui fait son bilan. Mais précisément, il est nécessaire qu'à chaque fois, à échéance déterminée, 5 ans, 7 ans, 4 ans, que le président ou que l'homme politique qui a été élu, qui a reçu l'onction du peuple, revienne solliciter. C'est nécessaire parce qu'il est possible que les mêmes personnes qui l'ont porté à la tête de l'État ne soient plus d'accord avec sa politique, soit parce qu'ils estiment que... C'est une démarche convenable déjà. C'est une démarche convenable. Parce que lorsque vous êtes élu pour la première fois, personne ne sait si vous êtes capable de véritablement remplir les promesses que vous avez faites au peuple. Personne ne le sait. Mais on vous fait confiance parce que, sans doute, votre projet se présente le mieux par rapport à l'offre politique du moment. Mais il faudrait que vous reveniez pour qu'on évalue si vos promesses ont été tenues. Il faudrait aussi que vous reveniez, peut-être que parce que, entre-temps, il y a un autre citoyen qui a une meilleure offre politique à proposer aux citoyens. Donc, à ce moment-là, il est important, justement, que l'on regarde ça. Et je constate, pour le regretter, que la société gabonaise, le pasteur Rostand l'a dit tout à l'heure, la démocratie gabonaise est en panne. Il a donné un certain nombre de chiffres pour montrer qu'effectivement, sur le plan social, sur le plan économique... Et vous l'avez dit tout à l'heure, les mêmes acteurs, depuis pratiquement près d'une cinquantaine d'années, ce sont les mêmes acteurs aujourd'hui qui demandent encore des suffrages auprès de la population gabonaise pour être votés, hormis justement le président actuel. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec eux également, ça sera toujours une continuité justement de la même gestion, par exemple? Parce que autant dire que ces mêmes ténors ont évolué avec Bongo Père, comme on dit, avec le président Feu Bongo. Est-ce que les mêmes, ils pourront également avoir l'idée de changer ou encore de mettre une alternance en place? Puisqu'on sait qu'ils ont été aussi, ils ont géré avec le président Omar Bongo. Mais c'est la peur que nous avons avec toute cette classe politique. La peur, elle vient d'où? Vous le savez sans doute, dans la constitution gabonaise, pour être président de la République, il faut avoir quel âge? 40 ans. 40 ans. Pour être sénateur, il faut avoir 40 ans. Pour être ministre, il faut avoir 30 ans. Pour être député, bon, vous comprenez que là, effectivement, il se pose un problème. Lorsqu'on entend ces ténors-là parler, lorsqu'on entend la classe politique d'une manière générale parler, il n'y a pas de place pour les jeunes, pour la jeunesse. Tout est fait pour justement qu'il n'y ait pas que la jeunesse accède au pouvoir. Continue à s'accaparer justement. Absolument. Mais en revanche, lorsque vous posez justement la question de la limitation d'âge par le haut, dire par exemple à 75 ans ou à 70 ans, on ne peut plus. Les mêmes vont vous sortir qu'ils ont beaucoup d'expérience et qu'ils peuvent faire bénéficier cette expérience au pays. Or, lorsqu'on regarde justement au plan mondial, le Premier ministre du Canada, par exemple, il a 44 ans. Le Premier ministre belge vient d'avoir 40 ans. Donc, ça veut dire que d'une certaine façon... Est-ce que vous pensez justement, avec les propos de M. Abbé Solo, quelque chose pourra changer avec les nouveaux ténors? Enfin, les anciens pédégistes qui aujourd'hui se retrouvent de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme changement? Il a fait sortir un terme qui fait partie de notre jargon théologique, qu'on appelle métanoïa, la conversion, la repentance. Si ils estiment que ces elders-là estiment qu'ils se sont mal comportés, ils ont mis le pays dans la banqueroute, je crois qu'il n'est jamais trop tard. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la responsabilité qui incombe à nous autres, la nouvelle génération. Premièrement, j'ai comme l'impression que nous ne suivons pas. Deuxièmement, je pense aussi que nous avons une éducation à la citoyenneté responsable qui est au rabais. J'entends par responsable, ça veut dire responsibility, c'est-à-dire qu'on soit capable de s'assumer.
Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse gabonaise comme si elle était amnésique, nous n'arrivons pas à nous assumer. Et on a comme l'impression que tout nous tombe d'en haut et on n'arrive pas à prendre notre responsabilité pour soit en s'engageant dans des aspects tels que politiques ou bien des cadres liés à la transformation sociale de notre pays, et nous sommes un peu assujettis. C'est comme si nous étions liés par ces vieux et que nous sommes devenus incapables de proposer quoi que ce soit. Par rapport aux autres pays, par exemple, ceux qui ont visité certains pays anglophones, vous allez voir que la jeunesse est plus éveillée que celle que nous avons aujourd'hui. Si on vous comprend bien, l'alternance, ce n'est pas seulement à la tête de l'État. L'alternance, c'est une question de toute la classe politique qui doit se refaire. C'est les philosophes qui le disent. Moi, je préconise ce saut kierkegaardien, ce saut qualitatif. Mais le saut ne peut s'opérer que si la jeunesse elle-même prend conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut faire. Mais comment prendre conscience alors que aujourd'hui tout est préparé pour que nous soyons aussi amorphes, que nous soyons aussi inertes, que nous soyons aussi inconscients comme nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. D'accord. Alors j'ai une question parlant de ce que vous avez évoqué. Vous avez parlé d'une même famille. Pourquoi on a l'impression que c'est le président Ali Bongo qui fait problème? Je m'explique. Vous avez eu le président Omar Bongo qui a fait près de 40 ans, sinon peut-être un peu plus à la tête de l'État. Il a quand même été réélu en 2005. C'était toujours le même président. Là, on ne parlait pas d'alternance à corps et à sang. Aujourd'hui, le président Ali Bongo fait un mandat et à peine déjà à mi-mandat, tout le monde criait. Qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est plus une question de personne, de la personne d'Ali Bongo, que du bien-être réel des Gabonais? Personne n'a un problème personnel avec Ali, mais il faut comprendre une chose, hein, c'est toute une réalité. Vous passez plus de 40 ans avec une personne. Le président Bongo a fait plus de 42 ans. Il y a des générations de jeunes aujourd'hui qui se proclament être la génération de Bongo, Bongo père, et d'autres qui sont même morts laissant Bongo père là. Vous vivez avec quelqu'un pendant plus de 42 ans. C'est un héritage psychologique tout à fait important qui fait qu'aujourd'hui, en s'habituant avec sa manière d'être, avec sa façon de faire, avec les qualités, les valeurs qui sont les siennes, et qu'on se retrouve tout à coup avec quelqu'un qui n'est pas forcément le président Bongo père. Il y a là, il faut marquer une rupture, mais comment opérer cette rupture? À partir du moment où ce que nous étions, ou bien on s'est familiarisé tellement avec un certain nombre de choses et que nous ne retrouvons pas avec le président actuel. J'ai parlé par exemple, je parle rechercher le changement justement. Je parle par exemple la notion de dialogue. Je parle par exemple de la notion de tolérance. J'ai dit que j'étais dans ma soif et sur ma faim lorsqu'il a proposé le dialogue, mais à sa manière. Moi, je dis qu'il n'aurait pas dû ajouter ce qu'il a fait en haut, parce qu'en 1990, le président Bongo, j'ai dit qu'il avait convoqué la classe politique. Je vais être court à ce niveau. Mais en 1990, il a pris le temps, j'ai dit, il a pris le temps d'appeler toute la classe politique. Il n'a fait exception de personne. Ce que le chef, dans la proposition, dans l'offre qui a été faite, ça n'a jamais été fait. Et deuxièmement, je me souviens bien, dans le discours d'ouverture, lorsqu'il a accepté la conférence nationale de 1990, il demandait à ce que tout le monde adhère au RSDG, le Rassemblement social et démocratique du Gabon. Mais en le disant, est-ce que le peuple l'avait suivi? Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que la conférence nationale, plutôt que d'aller dans le cadre du RSDG, je me souviens que le père Paul avait adhéré dans le RSDG. J'étais proche des rénovateurs. Il travaillait dans le cadre du RSDG. Magagamou Savou, aujourd'hui, qui est du PSD, avait travaillé dans le cadre du RSDG. Mais est-ce qu'à l'issue de la conférence de 1990, nous sommes sortis uniquement avec un nouveau cadre qu'on appelle le RSDG? Non, la conférence nationale a accouché, a apporté quelque chose de nouveau. C'était la démocratie pluripartite, multipartite. Et on a mis en place un certain nombre d'institutions. Et qualitativement, ça a changé. Mais le grand problème encore, c'est que ce sont les mêmes qui sont revenus aux affaires, qui en 1998 ont complètement changé. 97-98, lorsqu'on a voté la nouvelle constitution, là, la constitution querellée actuellement, c'est ce qu'il faut dire. Comment est-ce que nous pouvons avoir quelque chose de bien, ce qui est tellement positif, et que nous laissions ce qui est bien là pour aller rechercher ce qui est mauvais, que nous avons rejeté? C'est là où je dis qu'au niveau de la classe politique, nous ne nous comprenons pas, et à tous les niveaux.
Parce que le président Ali, à l'époque, il était là-dedans. Lui-même rénovateur. Les caciques qui sont en train de... Les elders là, qui ont fait la déclaration, eux aussi, là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a personne qui puisse me dire qu'il est juste là-dedans, qu'il est propre. C'est pourquoi je pense que le bon sens aurait souhaité que l'on s'assied un temps soit peu pour dire, voilà ce que nous avons fait de ce pays. Nous avons détruit toute une génération. Il faut promouvoir une nouvelle génération. Et asseyons-nous, arrangeons le pays pour la génération qui vient. Alors, donc, M. Abessolo, peut-être prendre vite la réponse du pasteur. Aujourd'hui, il dit tout le monde est dans le même panier. L'alternance, alors pour qui? On a envie de se demander. Non, mais je voudrais commencer par dire, je ne me reconnais ni dans la génération Bongo Ondimba père, ni dans la génération Bongo Ondimba fils. Je le dis, non pas parce que ce sont des hommes que je n'apprécie pas, ça n'a rien à voir. Nous parlons de politique et nous parlons de la vision que nous avons pour notre pays. Alors je trouve que, j'irai même plus loin, je dirais que je ne me retrouve pas dans le BDG, dans la vision du père de l'indépendance. Pourquoi? Parce que le vrai problème de nos pays, et du Gabon en particulier, c'est que nous avons l'impression que, parce que nous avons été colonisés par les Français, le seul modèle qui vaille la peine d'être appliqué dans un pays, c'est le modèle français. Alors même que cette même France, elle-même, elle est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer vers quoi? Vers plus de décentralisation. Depuis les lois de 1982, nous avons bien vu récemment, la dernière étape de cette décentralisation en France, c'est quoi? C'est la contraction des régions. Ils en avaient 22, maintenant ça a beaucoup diminué aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on veut donner du pouvoir aux localités, aux territoires, justement, parce qu'un seul doigt ne peut pas Mais est-ce que vous pensez qu'on peut les suivre dans leur évolution? Les contextes ne sont pas les mêmes? Pas qu'on ne peut pas les suivre. La question ne se pose pas dans ce sens-là. La question se pose dans le sens de ce qu'on a appelé tout à l'heure le contrat social. Dans le contrat social, je vous ai dit que c'est une horizontalité des relations. Ça veut dire que vous êtes un ego cogitans, je suis un ego, je pensant, vous êtes un je pensant, je suis un je pensant. Et donc, il n'y a aucune raison pour que moi je passe ma vie à vous suivre. Il n'y a aucune raison pour que vous passiez votre vie à m'imposer une certaine vision de la société. Il faudrait donc qu'on ait des dialogues constructifs, mais de manière répétée, pour que nous arrivions à bâtir un pays. Vous voyez ce que la Grande-Bretagne vient de faire. Alors, si on vous écoute, le changement devrait intervenir. Le changement, et là je me dis, on a vraiment raté une occasion pendant la conférence nationale. Ce qu'on a raté pendant la conférence, et le pasteur Rostand fait bien de le rappeler, c'est que Omar Bongo propose quoi? De partir du PDG, comme avant il était parti du BDG, pour arriver vers le RSDG. Ça veut dire encore un parti unique. Or, l'avancée, c'est qu'on a réussi quand même à ne pas adhérer justement à ce RSDG-là, parce que ce n'était que du PDG transmuté. Ce qu'il faut, en revanche, c'est de se poser réellement la question de quel type de pays, de quel type de société nous voulons. Voulons-nous vivre dans une société hyper centralisée? Et c'est là, justement, que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne peut pas suivre les Français. Justement, il faut les suivre, parce que la tendance générale, c'est quoi? Nous avons nos réalités africaines aussi. Nous avons nos réalités, nous sommes d'abord des citoyens. Un citoyen se définit par sa liberté. Nous sommes des citoyens mais qui se définissent par la nécessité d'avoir beaucoup plus de liberté. En tout cas, plus de liberté que ce que les philosophes appellent l'état de nature. Plus de liberté qu'à l'état de nature, ça veut dire que l'État doit garantir nos libertés et ouvrir l'horizon de nos libertés individuelles. Alors, pour le faire, on ne peut pas souffrir de rester dans un pays qui décide tout pour vous, y compris au plan économique. Parce que la planification économique, comme le système politique, qui est celui du Gabon, ne conviennent pas, justement, à l'idée qu'on se fait de la liberté individuelle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, sur le plan économique, puisque vous l'énumérez, il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui peut être un point assez positif? Le point peut être assez positif, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on aurait pu mieux faire. Je me dis, si nous avions été un pays vraiment décentralisé, la décentralisation, je n'entends pas déconcentration. C'est-à-dire la différence, pour que les auditeurs nous suivent bien. La différence, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes gouverneur de l'estuaire, vous êtes nommé par un chef d'État et vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas de mandat, vous n'êtes pas légitime, justement, pour faire quoi que ce soit. Mais que, par exemple, un chef de l'État s'occupe de réparer la route derrière le camp de Gaulle, et en même temps la route de Moulengi-Binza, ça n'a pas de sens. Parce qu'il doit y avoir un partage de pouvoir qui permette, c'est pour ça qu'il faut un changement, un partage de pouvoir qui permette qu'il y ait des autorités locales
Et c'est pour ça qu'on ne suit pas simplement ceux qui font cet effort-là. Ceux qui font cet effort-là nous montrent la voie. Et cette voie-là, il me semble qu'elle est la meilleure. Ça veut dire que nous avons, lorsque vous avez des problèmes qui concernent une localité comme Port-Gentil, le maire de Port-Gentil devrait être capable de gérer ces problèmes-là au lieu d'attendre le chef d'État qui arrive de Libreville pour venir les gérer. Et cela est valable pour toutes les localités. Pasteur, est-ce que pour parvenir à ce changement dont il parle, il faut absolument qu'il y ait alternance? Oui, mais il ne faut pas... Non, c'est pas... Je le me dis, changement n'est pas conditionné enfin, je vais dire quelque chose. On peut, lorsque le système est infesté, lorsque le système est pourri, nous pouvons avoir 10 présidents de la République et rien ne pourra changer. Et c'est ça le danger, la limite, la faiblesse que je fais par rapport à l'alternance. Il y a beaucoup qui courent pour qu'on enlève Ali, mais Ali n'est pas le problème. Eh bien, il y a autant de problèmes qui sont même plus graves que le cas Ali. Et ça, les gens font semblant de ne pas voir cela. C'est pourquoi il faut repenser le pays en profondeur. En 2007, la session ordinaire de l'Union africaine a adopté un texte qu'on appelle la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Je souscris entièrement à tout le travail qui a été fait dans cette charte, principalement le chapitre 2 qui reprécise l'objet, pourquoi on a mis en place ce texte, et le chapitre 3 qui essaye de repréciser les fondamentaux. Et dans ces fondamentaux, on ne limite rien. Premièrement, consolider l'état de droit. Deuxièmement, c'est-à-dire, je veux dire que ce n'est pas un travail qui doit être fait juste parce qu'il faut le faire. Non, j'ai parlé du réformisme, qui n'est pas la bonne méthode. Pour vous, aujourd'hui, il faut un consensus politique entre les différents acteurs. Le consensus pour parler politique, d'alternance, alors. Voilà, non, pas alternance, oui, mais il faut un changement. Donc, profond. vous n'êtes pas d'accord pour une alternance avec la classe politique telle qu'elle actuellement? Je dis, il faut l'alternance, mais le cas Bongo, comme beaucoup semblent le stigmatiser et le singulariser, n'est pas le problème qui va résoudre les problèmes des Gabonais. C'est un problème parmi tant d'autres problèmes. Et c'est pourquoi je propose, je préconise que les gens s'assiedent pour apporter une thérapie qui puisse permettre à ce que le pays connaisse un bon. C'est pourquoi j'ai parlé de saut qualitatif. D'accord, les philosophes savent ce que je dis. Mais dans le cas actuel, tous les candidats, heureusement ou malheureusement, c'est selon, sont, ou du moins pour la plupart, en dehors de quelques exceptions, sortent de ce panier-là. Que faire finalement? Comment appliquer cette alternance? Ou alors passer outre? Non, pour le cas de cette élection, on est bien obligé de subir ces candidats-là. Pour la raison que je vous donnais tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir au minimum 40 ans pour compétir à cette élection présidentielle. Or, la plupart des gens de plus de 40 ans qui vont compétir là, ou qui ont les moyens de compétir, sont des gens qui ont été pro dans ce système. Oui, mais il y a quand même une marge. Quand vous limitez à la Constitution 40 ans, il y a quand même une marge entre 40 ans et ceux qui ont 60 ans aujourd'hui qui sont candidats. Et ceux qui ont Donc, 60 ans qui ont été dans ce système. Il y a des jeunes qui pouvaient peut-être rejoindre un peu le pasteur tout à l'heure. Les jeunes n'essaient pas, ne tentent pas, n'osent pas. Pensez pas. Je suis en train de vous dire justement que ceux qui vont compétir sont des gens qui, peu ou prou, ont flirté avec le système. Et voyez même que dans la Constitution, il est dit qu'il faut une caution de 5 millions. C'est écrit dans la Constitution. Mais la CEDAP vous nous dit que c'est 20 millions désormais. Donc là aussi, c'est extrêmement limitatif. Ça veut dire que les jeunes, effectivement, de plus de 40 ans, peuvent à la limite essayer. Mais il y a une constante dans la politique africaine, c'est que ceux qui font la politique, ce sont les gens que le peuple a réussi à voir pendant plusieurs années. 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faudrait qu'on vous voie. C'est-à-dire que d'un côté, les gens réclament de l'alternance, de nouvelles personnalités pour incarner le rêve de changement, mais en même temps, les gens sont un tout petit peu frileux à la possibilité justement d'avoir des gens qu'ils ne connaissent pas, qui sortent de nulle part. Donc là, c'est un cas typique justement pour cette élection, mais j'espère... Peut-être c'est une question, un problème de culture politique aussi, Gabon. Et ce qui me désole, c'est que précisément lorsque je regarde l'offre politique, lorsque je regarde les différents candidats, certains ont déjà donné leur programme leur projet de société, d'autres pas encore, mais il n'y a nulle part où je puisse voir la nécessité justement d'un changement structurel profond de ce pays-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que... Vous avez regardé le programme des 18 candidats? J'ai regardé le programme du moins de ceux qui ont déjà présenté leur projet. Mais je ne vois pas ce changement. C'est pour ça que je disais que, en fait, on a l'impression que ils ont été formatés, parce qu'on a été colonisé par la France, ils ont été formatés avec le registre français.
D'accord. Mais ils n'ont pas suivi justement l'évolution elle-même de la France, justement qui a évolué depuis les années 80 avec les lois de fer. Alors, pasteur, la société civile dont vous êtes membre, comment vous appliqueriez aujourd'hui l'alternance et le changement dans le dispositif politique et constitutionnel du Gabon? Au sortir de nos assises démocratiques de la société civile d'août dernier, nous avons fait un certain nombre de recommandations qui ont été déposées au niveau du gouvernement, au niveau de nos principaux partenaires de l'Union européenne, de l'ambassade des États-Unis, de la France. Et nous avons posé un certain nombre de problèmes, des problèmes politiques, le blocage institutionnel. Nous avons évoqué des problèmes économiques. Nous avons des problèmes de société aussi. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés à une conclusion où il faut nécessairement... Parce que moi, je ne suis pas forcément pour tel candidat. Ce qui importe pour nous, c'est le Gabon. Nous n'avons pas un autre pays de rechange. C'est pourquoi il faut que nous travaillions pour mettre en place un cadre de concertation nationale, des espaces de conciliation. C'est ça mon problème. La grande difficulté que nous avons actuellement, c'est que non seulement le pouvoir bloque, même s'il fait semblant de dire « j'aime le dialogue », et en même temps, l'opposition qui dit, bon, de toute façon, comme tu dis que tu n'aimes pas le dialogue, nous, on fait. Et c'est ce qui fait le stress. C'est ce qui... Je ne peux pas... Ça peut menacer la paix, peut-être? Pardon? C'est ce qui peut menacer la paix? C'est ce qui peut menacer la paix. Et nous sommes effectivement dans cette situation-là où chacun, les Gabonais aujourd'hui, ont peur. Chacun a peur du lendemain. Pasteur, vous parlez de blocage institutionnel. Est-ce qu'actuellement, toutes ces institutions que nous avons ne fonctionnent-elles pas? Vous parlez de blocage. Les institutions que nous avons fonctionnent normalement. J'ai parlé de démocratie en panne. La démocratie fonctionne. Il y a démocratie que lorsqu'il y a les dialogue. gens sont libres, les gens s'expriment. Il y a démocratie que lorsqu'il y a des libertés d'expression. Les gens s'expriment. Il n'y a qu'à voir dans les médias. Il y a démocratie que lorsqu'il y a la liberté de la presse. Il y a démocratie que... Attention, il y a un certain nombre de paramètres là-dedans. Patricia, je ne vais pas revenir sur ça, mais je dis quand même que nous avons un pays malade. C'est comme dans un village. Lorsque vous avez un enfant malade, il y a telle personne qui vient pour dire « Attention, j'ai vu tel signe. Est-ce que ça ne peut pas être ça ?» Il y a l'autre qui vient pour dire « Attention, j'ai vu que l'enfant titubait un peu. Est-ce qu'on peut visiter ?» C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on arrive à soigner un enfant malade. Tel apporte l'herbe, l'autre apporte l'écorce. L'essentiel, c'est que le bébé soit guéri. Nous n'avons pas un autre pays de rechange. C'est pourquoi nous sommes tous appelés. Si on est vraiment citoyen, si nous aimons le Gabon, il faut que les personnes n'aient... qu'est-ce que je vais dire là? C'est-à-dire, personne ne peut dire qu'il a le monopole de quoi que ce soit par rapport à ce pays-là. C'est pourquoi nous sommes tous appelés. En même temps que nous avons contribué à mettre ce pays dans le chaos actuel, en même temps aussi, nous sommes appelés à multiplier des efforts, à travailler pour le faire sortir de là. Alors, peut-être la dernière prise de parole. En philosophie, on dit l'État, c'est vous, c'est moi. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut à tout prix arriver à la magistrature suprême, arriver à la tête de l'État pour effectuer un changement? Est-ce que chacun, à son niveau, ne peut pas impulser le changement? Vous me rejoignez dans le cadre de la démocratie participative et dans le cadre de la décentralisation. Chacun à son niveau doit le faire, peut le faire, mais à condition que l'État justement donne les moyens. J'ai dit tout à l'heure que l'État permettait justement à chaque citoyen d'élargir l'horizon de ses libertés. Donc il faudrait qu'il y ait déjà un cadre institutionnel, ce que j'ai appelé changement structurel tout à l'heure, qui permette justement à chaque citoyen d'agir. Or, si vous êtes ce que j'ai appelé le seul doigt qui lave la figure. Si vous incarnez cela parce que dans les questions de gouvernance, on laisse la gouvernance de côté pour se préoccuper simplement des questions de pouvoir, à ce moment-là, effectivement, il n'est pas possible de le faire. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est précisément, et c'est pour ça que je me désole de ne pas vraiment voir ça dans le projet de société des candidats, il faut véritablement sortir de cette hyper-présidentialisation pour aller vers plus de démocratie au plan local. C'est à ce prix-là, ça signifie que le prochain président de la République, au soir du 27 août, nous promette justement de revoir la forme la forme de manière structurelle de notre État. Pour le moment, je suis inquiet. D'accord. Pour vous, vous voulez dire aussi, vous pouvez dire finalement que ce consensus politique devrait impliquer la mobilisation de tous ces acteurs politiques. Mais absolument, absolument. Mais pour revenir justement, puisque vos questions se complètent, c'est-à-dire est-ce qu'il faut arriver à la tête de l'État pour impulser le changement, mais on a besoin de ce consensus-là. Le problème, c'est que effectivement, ce consensus va être impulsé parce qu'il y a
un leader qui va impulser justement la direction à suivre. Or, si tous rêvent de la même chose, c'est-à-dire faire exactement comme Omar Bongo Ondimba avait fait, c'est-à-dire être le papa qui distribue, à ce moment-là, on ne peut pas véritablement sortir de la léthargie actuelle. Ce qu'il faut, c'est d'avoir, et c'est pour ça qu'il est important qu'à chaque fois, à échéance régulière, les citoyens demandent le suffrage du peuple, parce que chacun amène un projet qui est comme une orientation nouvelle pour la société. Alors, pasteur, l'alternance peut-être, mais à quel prix? On m'a appris qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire que celui qui a la volonté politique, qui détient la politique, qui incarne l'orientation politique, c'est le président de la République. Si, par exemple, il a dit qu'il aurait fallu que les Gabonais dialoguent entre eux, je crois que il faut qu'ils se soumettent s'ils aiment le pays. C'est pourquoi je parle d'amour-sacrifice. Et cet amour-sacrifice repose sur certaines résolutions qui pourraient survenir, qui pourraient sortir de cette conférence nationale. Je me souviens, au niveau du Bénin, rapidement, s'il vous plaît, oui, je termine par le président Kérékou, les résolutions de la conférence nationale ont demandé que le président Kérékou ne se présente pas. Est-ce que lui, Ali, peut accepter que la conférence nationale lui dise « Écoute, tu ne peux plus te représenter à telle situation », est-ce qu'il faut l'accepter? C'est pourquoi je dis qu'on ne discute pas. On ne va pas au dialogue pour avoir le dernier mot, et de part et d'autre. Donc il faut des concessions. Et c'est le travail que nous, la nouvelle génération, la jeunesse, nous devrions essayer. C'est pourquoi j'ai parlé d'espace de conciliation, c'est-à-dire rapprocher les points de vue les uns les autres et garder l'essentiel, c'est le Gabon. Une petite question, on va finir dessus. C'est toi qui voulais m'interrompre, oui, on va finir dessus, mais si vous êtes à cette place-là et vous savez que vous êtes dans un panier à crabes et il n'y a que des crabes autour de vous, que feriez-vous? Est-ce que vous allez laisser la main du Gabonais se plonger dans ce panier à crabes? Je ne pense pas. Ben voilà. J'ai dit, écoutez, non, j'ai dit, personne n'est juste. Je suis pasteur. Je ne suis pas, vous vous souvenez, s'il faut vraiment revenir sur la Bible, cette femme adultère qu'on a prise en flagrant délit, tout le monde était prêt pour la condamner. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Et à la fin, Jésus a dit que celui d'entre vous qui sait qu'il est sans péché, lui jette le premier la pierre. C'est pourquoi j'avais dit, lors au cours d'une émission, au cours d'une révélation, j'avais dit au président Ali, ce qui m'offre, c'est que non seulement il faut que tu fasses un amour-sacrifice, mais ce qui embête encore, c'est que ceux qui étaient avec toi hier, qui ont contribué, qui t'ont mis là, mais tous t'abandonnent. Et quand ils t'abandonnent, c'est pour aller chercher virginité auprès de l'opposition. Moi, je peux, dans ce cas-là, accepter de pardonner Ali, parce que lui, au moins, il est sincère. Mais je ne peux pas pardonner celui qui abandonne quelqu'un d'autre pour dire, bon, toi, on va te tuer. Et c'est la personne-là qui incite la population, le peuple, à dire, ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais. Personne n'est mauvais, personne n'est juste. Et c'est pourquoi je pense que... Le Gabonais d'abord. Il faut penser Gabon d'abord. Personne ne tuera l'autre. Merci beaucoup, révérend pasteur Rostand Essono Ella. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile, pasteur également de l'église évangélique du Gabon. Merci Christelle Donald Abessolomé Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Patricia Lady Mouélé. On se retrouve quant à nous très vite, bien sûr, sur les antennes de Canal 7. N'oubliez pas, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et les numéros qui s'affichent. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.